simplement de faire une précision. Vous savez que le parti est selon le Togo pour des raisons politiques. Il n'est pas revenu jusqu'à cette date sur cette décision. Mais, compte tenu du fait qu'il était engagé dans le combat pour que toute la lumière soit faite sur l'incendie criminel des marchés de Lomé-Kara, tout à fait naturellement, le Parti des travailleurs s'associe à ce rapport. Merci. Cette précision étant faite, je continue la lecture. Nuit du 10 au 11 janvier 2013 à Kara. Remarque préliminaire absolument capitale. L'opération d'incendie du marché de Kara ne commença ce 10 janvier 2013 que 2 heures seulement après le départ du chef de l'État, force inaccessible de la ville, où il venait de séjourner, ce qui soulève naturellement toutes les interrogations possibles et imaginables. L'équipe des 7 artificiers disposa des cargaisons de kérosène en différents endroits et relia par les mèches et il vit le feu. Mais trop fortement dosé, le kérosène mit longtemps à brûler. C'est pourquoi le marché de Kara brûla aussi longtemps sans qu'on ait pu réussir à éteindre le feu ni le consuma entièrement. L'opération qui consista à incendier le marché de Kara, ayant servi de répétition générale pour celui du grand marché de Lomé, le même commando d'artificiers de miliciens est immédiatement descendu de Kara sur Lomé une fois leur forfait accompli. Grand 3, nuit du 11 au 12 janvier 2013 à Lomé. Arrivé à Lomé le 11 janvier, le commando fut à nouveau à pied d'œuvre au grand marché de Lomé la nuit même du jour, aux environs de 21h, non, la nuit du même jour, je reprends. Arrivé à Lomé le 11 janvier, le commando fut à nouveau à pied d'œuvre au grand marché de Lomé la nuit du même jour, aux environs de 21h30. Ce furent d'abord les miliciens, dont certains étaient cagoulés, qui entrèrent en action en se rendant sur le site du marché dont ils ont fait plusieurs fois le tour pour faire une reconnaissance des lieux. Ces mouvements anormaux ont été perceptibles de la cathédrale de Lomé. Peu après 22 heures, est arrivé un convoi motorisé composé de 4 véhicules 4x4 transportant plusieurs personnes, dont certains en costume. Ils ont alors interpellé les fichiers du grand marché qui, comme d'habitude, s'y étaient enfermés la nuit pour sécuriser le marché et, après que ceux-ci se soient approchés d'eux, les ont braqués avec leurs armes à feu pour se faire ouvrir les portes du marché. Les vigiles devaient ainsi être tenus en respect, gardés sous la menace des armes pendant toute l'opération. Il est très important à ce point de faire remarquer qu'à ce jour, aucun de ces fichiers n'a été retenu pour les besoins de l'instruction judiciaire, ce qui a permis à nombre d'entre eux, pour ne pas dire la totalité, de s'exiler, la plupart d'entre eux redoutant certainement les menaces pouvant planer sur leur vie. Les membres du commando sont alors entrés dans le grand marché et allèrent d'abord au premier étage où se trouvent principalement les grandes revendeuses de tissus peints et autres objets de valeur où ils ont défoncé les portes des magasins, les coffres, caisses, tiroirs pour ramasser tout l'argent qui s'y trouvait, y compris les pièces de monnaie. Tout l'argent ainsi volé, des sommes impressionnantes, fut alors sorti du grand marché pour prendre une direction inconnue. Puis, les membres du commando sont montés au deuxième étage, où les artificiers ont disposé les contenants de kérosène reliés par les mèches du dispositif de mise à feu qu'ils ont déroulé en redescendant jusqu'au rez-de-chaussée où ils ont répété la même opération. Puis ils allumèrent les mèches à partir du rez-de-chaussée et non du deuxième étage où ils auraient été pris par les flammes. Le feu se propagea
rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage par l'intermédiaire d'une mèche qui avait été scientifiquement prédisposée. Dans la confusion de la conflagration de l'incendie, certains fichiers effrayés ont réussi à s'enfuir, tant pour se mettre à l'abri de leurs agresseurs que pour ne pas être happés par les flammes qui dévoraient tout. Puis, les membres du commando sont partis en menaçant de mort les vigiles qui n'avaient pas réussi à prendre la fuite. C'est à leur départ que les jeunes filles, s'employant comme porte-fée au grand marché, aux abords duquel elles dormaient, comme d'habitude, après avoir remarqué le début de l'incendie, sont allées taper à la porte de la brigade motorisée de la gendarmerie, se trouvant en face du marché, pour en informer les agents s'y trouvant. Mais elles ne trouvèrent là qu'un seul agent de permanence qui s'abstint de réagir et leur ferma la porte au nez. On saura plus tard qu'après le départ des jeunes filles, ce gendarme se rendra à l'intérieur du marché pour participer au vol et au pillage des marchandises des commerçants. Quand les jeunes, habitants et riverains du quartier sont venus pour éteindre le feu qui a embrasé le grand marché, le colonel Kalanga se trouvait sur les lieux pour les en empêcher sans qu'on sache ce qu'il y faisait, quel rôle il jouait et au nom de quelles attributions il se trouvait là. En effet, de façon tout à fait étonnante, lui, l'officier commandant un corps militaire, ne relevant pas de la protection civile, qui avait déjà installé un cordon soi-disant de sécurité qui interdisait l'accès des secouristes au grand bâtiment du marché. Pendant ce temps, le gendarme de la brigade motorisée et d'autres personnes ont pu entrer dans le grand marché malgré le cordon disposé par le colonel Kalanga pour piller le marché et ont même fait venir des véhicules à ce effet. Ce qui permet légitimement de se demander s'il n'a pas fait installer le dit cordon de sécurité entre guillemets, cordon de sécurité entre guillemets, pour empêcher que les jeunes, habitants et riverains du quartier, n'éteignent le début d'incendie et favoriser par la suite le pillage des marchandises. Autre surprise, alors que le président Faure Gnassingbé a appelé directement lui-même le chef de l'État ghanéen pour qu'il envoie ses sapeurs-pompiers pour aider à éteindre l'incendie contre toute attente. Et paradoxalement, ces derniers ont été bloqués pendant plus d'1 heure et demie au poste de frontière d'Afgao pour de soi-disant formalités de police et de douane. Dans la même veine d'incompréhension et d'incompréhension. Alors que le contre-amiral Faugan Adéon, président de la délégation spéciale de la commune de Lomé, faisant office de maire, a proposé en sa qualité de directeur du port autonome de Lomé, PAL, les pompiers du port pour aider à éteindre l'incendie. Il en a été dissuadé par le même colonel Kalanga. Au-dedans, il y a lieu de se demander comment est-il possible qu'un colonel puisse ainsi faire front à un contre-amiral, son supérieur en grade, qui a rang de général pour l'armée de terre. Le marché s'est donc complètement consumé, malgré les efforts des sapeurs-pompiers ghanéens, arrivés trop tard sur le terrain. Curieusement, le grand marché de Lomé, calciné, corps du délit, a été entièrement rasé à dessein quelques mois plus tard, empêchant de se faire toute contre-expertise ou reconstitution des faits qui sont pourtant de règle dans toutes les affaires criminelles de ce type. Grand 3, petit 3, 4, sur le sort ultérieur des fonds et marchandises crapuleusement volés. Pour le grand marché de Lomé, il est constant que les commerçants de ce marché y entreposaient des sommes considérables. Ainsi, un groupe d'entre eux avait rassemblé plus de 2 milliards de francs CFA auprès d'un commerçant qui exerçant ses activités en vue de leur voyage habituel en Chine.
le dépositaire de cet argent, qui a réussi à se rendre à l'intérieur du marché avant que ne brûle le premier étage, où la plupart des fraudes ont eu lieu, a constaté, comme beaucoup d'autres de ses pairs, que les caisses contenant les fonds qui avaient été entreposés avaient été fracturés et les fonds évaporés, disparus. De même, après l'incendie, aucune des nombreuses pièces de monnaie se trouvant dans les caisses des commerçants n'a été retrouvée. À ce sujet, les investigations du CSD lui ont permis de recueillir des informations vérifiées qu'au lieu de rassemblement des miliciens partis avec l'argent volé, les commanditaires qui les attendaient se sont rendus compte qu'une grande partie de l'argent volé n'était plus en possession des convoyeurs. Comme ces miliciens étaient au service de Toy Nassimé, demi-frère du président de la République, Fort Sosina Nassimé, pour la commission des massacres de l'année 2005, leurs commanditaires ont supposé qu'ils avaient été dissimulés des sommes en compte à son domicile. C'est ce qui explique l'irruption des forces de l'ordre, en guillemets, à son domicile quelques jours plus tard, sous le fallacieux prétexte d'y rechercher des armes. Grand 3, petit 4. À propos d'impunité et de récidive, la réédition du précédent de l'Institut Gouet. Il convient d'abord de rappeler les circonstances dans lesquelles est survenu cet incendie criminel qu'exposait M. Gunther Grohmann, l'ancien ambassadeur d'Allemagne au Togo, dans le discours qu'il fit le 3 octobre 2005 à l'occasion du 15e anniversaire de la réunification allemande dans les termes suivants. Je cite: en novembre 2004, après des dépenses très onéreuses de remise en état, d'ameublement et d'équipement, nous inaugurions le Goethe Institut. Seulement 6 mois plus tard, dans la nuit du 28 au 29 avril 2005, ce dernier était victime d'un acte criminel bien organisé. Il fut mis à feu à grande échelle et la précieuse bibliothèque, la médiathèque et toute l'électronique furent la proie des flammes électriques. Elle, l'Allemagne, espère que l'enquête policière diligentée par le gouvernement congolais aboutira par la punition des malfaiteurs et surtout leur mandataire. Fin de citation. Sa demande ne fut pas satisfaite jusqu'à ce jour, bien que les autorités allemandes exigèrent et obtinrent de l'État congolais la réparation assez faible des dommages causés. En effet, le colonel Kalanga avait été filmé par les caméras de surveillance de l'Institut commettant ce forfait, conjointement avec le capitaine Bakoubaki Nassimé, qui, quelques années plus tard, sera impliqué dans l'affaire de la tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de concert avec Paka Nassimé, demi-frère du chef de l'État togolais, et ses co-accusés. Il est constant que cet institut a été brûlé avec le même produit inflammable. Lors de sa déposition à la barre et sous serment devant la Cour suprême et dans sa déposition devant la commission Justice, Vérité et Réconciliation, CPJR, dirigée par Monseigneur Bariga, Paka Nassimé déclara que c'est le colonel Katanga Félix, à l'époque lieutenant-colonel, qui a brûlé l'Institut Gouet. Ainsi donc, l'impunité dont a été couverte, ce acte criminel déjà dirigé sur le terrain par le colonel Kalanga, vient de faire la preuve de ce qu'il a été ainsi encouragé à la récidive en commettant à nouveau celui des marchés de Kara et de Lomé 8 ans plus tard. Ce fait renforce singulièrement l'exigence du refus d'accepter que de tels crimes soient couverts d'impunité. Grand 4. Camouflage du complot des pyromanes d'État par l'orientation sur la fausse prise des membres du CSD. Dès le dimanche 13 juillet 2013, lendemain de l'incendie criminel du Grand Marché de Lomé, Gérard Adja, vice-président du parti
dirigé par l'ancien Premier ministre Aguilar Kodjo, a été arrêté à sa sortie de la messe, conformément au plan prévu par les instigateurs des incendies lors des réunions initiales tenues à Car. Au cours de celle-ci, ils avaient prévu d'ouvrir des machinations pour décapiter le CSC qu'ils avaient dans le collimateur dès le départ, en leur faisant endosser la responsabilité de leurs actes criminels, une fois qu'ils les avaient commis, sachant que ceux-ci avaient annoncé la préparation pour la mi-janvier 2013 de leur campagne des derniers tours de Jéricho. C'est dans ce cas qu'une fois leur forfait commis, les instigateurs de ces incendies criminels ont pris contact avec le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Barbara, à l'effet qu'il endosse le plan visant à imputer la responsabilité aux responsables militants du CST. Malheureusement pour eux, ils ne trouvèrent pas un écho favorable à leur projet auprès de Gilbert Barbara, qui les en a dissuadés. Devant son refus, ils ont pris contact avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yann Daman, qui, lui, accepta leur proposition en organisant le scénario d'une machination en 3 temps comme suit. Premièrement, capture et mise en condition de Toussaint Tometi, alias Mohamed Loum. Toussaint Tometi, alias Mohamed Loum, dormait à son domicile au quartier Ben, au moment de la déclaration de l'incendie du grand marché de Lomé, aux environs de 22 heures, lorsqu'après 23 heures, il a été réveillé avec son oncle et les autres membres de la famille par sa tante qui les a informés que le marché était en feu et que ses marchandises s'y trouvaient. Sur ces instances, Toussaint Tometi et son oncle se sont rendus en moto au marché où ils ont essayé, avec d'autres déjà sur les lieux, de participer activement à essayer d'éteindre l'incendie. Le lundi 14 janvier 2013, la gendarmerie nationale a conduit un détachement à Toussaint Tometi, alias Mohamed Loum, à Belchâteau, l'a capturé, l'a mise en condition, est dit sous la torture, pour qu'il s'auto-accuse et accuse les responsables militants du CST qui lui ont été nommément désignés de l'incendie des marchés de Lomé et de Car. Deuxièmement, organisation d'une conférence de presse et lancement de la désinformation accusant faussement le CST. Le préalable de la capture et de la mise en condition de Toussaint Tometi, alias Mohamed Loum, ayant été réalisé, le ministre Yann Daman organisa une conférence de presse en son ministère, au cours de laquelle il a présenté des bidons d'essence ayant prétendument servi à incendier le marché à Lomé, les marchés de Lomé et de Car. Or, selon le rapport des 2 experts de la police scientifique française, commis par le gouvernement congolais, les 2 marchés ont été brûlés par du kérosène, carburant d'avion dit Jet 1 ou Jet 2, ce qui s'inscrit en faux contre les allégations du ministre Yann Daman et du gouvernement congolais et confirme la soustraction du kérosène de la base de chasse de l'aéroport militaire de Niamey. À la fin de sa conférence de presse, Yann Daman organisa le transport des journalistes au camp de la gendarmerie nationale où Toussaint Tometi, manifestement drogué, tint des propos à peine cohérents aux journalistes en mettant en cause un certain nombre de responsables du CST comme auteurs et commanditaires des incendies. Troisième temps, généralisation d'une vague d'interpellation et d'arrestation de responsables militants du CST. Victime de guet-apens à l'instar de celui tendu à Toussaint Tometi, à tout convoqué à la gendarmerie nationale. Responsables militants du CST sont victimes d'interpellations et arrestations arbitraires suivies d'inculpations et de dépôts dans les locaux de la gendarmerie nationale ou dans les locaux de l'annexe de la gendarmerie
dénommé réserve. À ce jour, seul tout cet comité a été transféré du camp de la gendarmerie nationale pour être écroué à la prison civile de Lorraine. Au total, ont été ainsi interpellés les responsables et militants du CST comme suit. Cantal, responsable interpellé, déféré, inculpé, déposé et mort en détention. Étienne Yagano, membre de l'Alliance nationale pour le changement ANC, président de sa sous-section à Maria et membre de son bureau fédéral de la préfecture du Golfe, arbitrairement arrêté et détenu pendant 4 mois à la gendarmerie nationale, assassiné par manque de soins à la gendarmerie nationale le jeudi 16 mai 2013.